400 000 sessions de code écrites avec une IA, Anthropic a voulu savoir qui réussit vraiment et la réponse dérange. Ceux qui n'ont jamais appris à coder s'en sortent presque aussi bien que les ingénieurs logiciels. Savoir coder ne serait donc plus le vrai avantage. Épisode Code par IA, l'expertise métier d'abord. Chapitre 1, le chiffre qui dérange. 400 000 sessions et un verdict que personne n'attendait. Reprenons, parce que le chiffre mérite qu'on s'y arrête. Le 16 juin 2026, Anthropic publie une étude sur son propre outil de codage, Claude Code. 400 000 sessions, 235 000 personnes, observées d'octobre à avril, soit 6 mois. C'est une masse énorme, et c'est l'éditeur lui-même qui ouvre le capot de sa machine pour regarder qui s'en sert et comment. Gardez ce détail en tête, on y reviendra à la fin. La question que pose l'étude est d'une simplicité désarmante. Qu'est-ce qui fait qu'une session de travail avec l'IA se passe bien ? On s'attendait tous à la même réponse, savoir coder, et c'est faux. Le meilleur prédicteur de réussite, ce n'est ni le diplôme d'ingénieur, ni les années passées dans le code, c'est l'expertise du domaine. Autrement dit, mieux vous connaissez votre métier, plus la machine abat de travail à chaque instruction que vous lui donnez. Vous lui en confiez plus parce que vous savez exactement quoi lui demander et reconnaître tout de suite si elle se trompe. Le constat le plus frappant tient en une seule phrase. Presque toutes les grandes professions réussissent à un taux proche de celui des ingénieurs logiciels. Prenez un comptable qui n'a jamais ouvert un terminal de sa vie. Face à Claude Code, il obtient à peu près ce qu'en tire le développeur chevronné. Et ce n'est pas une exception. Derrière ces 235 000 personnes, on trouve une foule de métiers qui n'avaient jamais touché à la programmation. La porte du code s'est ouverte à ceux qui n'en avaient pas la clé. Posez bien le paradoxe. On a fabriqué un outil pensé pour les codeurs et il sert au moins aussi bien ceux qui ne codent pas. L'image qu'on avait tous en tête, c'était l'ingénieur surpuissant qui code à toute vitesse, 10 fois plus productif que l'an dernier. La réalité que dessine l'étude ressemble à autre chose. Un expert de son domaine, disons un médecin ou un logisticien, qui sait précisément ce qu'il veut obtenir et le fait construire par la machine. La ressource rare, ici, ce n'est pas la syntaxe d'un langage, c'est le jugement, la connaissance fine d'un terrain. Et plus on connaît son métier, plus on ose déléguer gros. On ne demande plus une petite fonction isolée, on confie un outil entier, parce qu'on saura juger le résultat à l'arrivée. Celui qui ne maîtrise pas le domaine, lui, délègue à l'aveugle et il laisse passer l'erreur sans même la voir. La machine fournit la puissance, l'expert fournit la direction et le contrôle. Et ça déplace d'un coup la question qu'un dirigeant doit se poser. Le sujet n'est plus « est-ce que mes équipes savent coder ?», mais « est-ce qu'elles savent ce qui vaut vraiment la peine d'être construit ?» Parce qu'une machine qui exécute parfaitement une mauvaise idée, ça reste une mauvaise idée, simplement livrée plus vite. La valeur s'est déplacée et on va voir exactement où elle est allée. Chapitre 2. Décider ou exécuter. Une vieille distinction de philosophe explique ce que la machine a vraiment pris. Pour comprendre ce déplacement, il faut séparer deux choses qu'on mélange tout le temps. Savoir quoi faire et savoir comment le faire. L'étude le montre noir sur blanc dans la répartition des décisions au sein d'une session. L'humain prend l'essentiel des choix de plan, le quoi, et Claude prend l'essentiel de l'exécution, le comment. Cette frontière n'a rien de nouveau. Un philosophe anglais l'a tracée il y a près de 80 ans. En 1949, Gilbert Ryle distingue deux formes de savoir, le savoir que et le savoir-faire. Connaître par cœur la règle d'un théorème, c'est du savoir que. Mais mener la démonstration au tableau, sans se tromper, devant une classe entière, c'est du savoir-faire. Ryle prenait l'image du cycliste. Vous savez tenir en équilibre sur un vélo, mais vous seriez bien incapable d'écrire les équations qui décrivent cet équilibre. Le faire et le dire vivent à deux endroits différents. Et surtout, ils ne s'apprennent pas de la même façon. Or, pendant des décennies, dans les métiers techniques, c'est le savoir-faire qu'on payait le plus cher. La main qui exécute, le code propre qui compile du premier coup. Et c'est précisément cette part-là que la machine vient d'avaler. Elle exécute et elle exécute vite et elle ne se fatigue jamais. Prenez ce médecin qui veut un outil pour suivre ses patients chroniques. Il décrit ce dont il a besoin, dans quel ordre, avec quelles alertes. Ça, c'est son savoir que, irremplaçable. La machine, elle, écrit le code, choisit la structure, gère la technique, le comment. Ce que l'IA ne fait pas à votre place, c'est décider que tel problème mérite qu'on s'y attelle et sentir qu'un résultat sonne faux, même quand il a l'air correct. Le jugement, lui, ce savoir que d'un métier, reste chez l'humain. Une donnée de l'étude le confirme, presque en passant. La part des sessions passées à réparer du code cassé tombe de 33 à 19% en 6 mois. 14 points de moins. Traduisez ça concrètement, les gens passent beaucoup moins de temps à rattraper les bêtises de la machine et beaucoup plus de temps à la diriger. Le travail ne s'évapore pas,
il remonte de la main vers la tête. Et c'est une bascule plus profonde qu'elle n'en a l'air, parce qu'elle change la définition même de ce que veut dire être bon dans son métier. Hier, le bon, c'était celui qui exécutait sans erreur. Demain, c'est celui qui sait quoi faire exécuter. Chapitre 3. La bonne nouvelle. Si le jugement devient le mot, l'expert n'a jamais eu autant de valeur. Voilà le mot que l'étude met dans son titre même, le retour persistant sur l'expertise. Persistant justement, c'est le mot qui compte. Il dit que cet avantage ne fond pas quand le modèle progresse, il se renforce et pour un économiste, ça porte un nom précis, la complémentarité. David Autor au MIT le martèle depuis des années, une technologie ne détruit pas les compétences en bloc, elle écrase celles qu'elle imite et elle rend plus précieuse celles qui la complètent. Son exemple favori, c'est le distributeur de billets. Quand le guichet automatique se répand dans les années 90, tout le monde annonce la fin des guichetiers de banque. Et c'est presque l'inverse qui se produit pendant un temps. Le distributeur rend l'agence moins chère à faire tourner, alors les banques en ouvrent davantage et le nombre de guichetiers grimpe au lieu de chuter. Mais leur métier, lui, a changé du tout au tout. Ils arrêtent de compter des liasses et se mettent à vendre du conseil et de la relation client. La machine a mangé la tâche, elle n'a pas mangé le métier, elle l'a poussé vers le haut. Ici, c'est exactement la même mécanique. L'IA écrase la syntaxe et elle valorise le jugement de domaine qui sait quoi lui demander. Lisez ça en termes de chaîne de valeur parce que c'est là que ça parle à un dirigeant. La valeur quitte la couche du code qui se banalise à vue d'œil, louée à l'appel comme une simple commodité et elle migre vers la couche du métier, vers celui qui possède le problème de bout en bout. Ça vaut d'ailleurs pour les entreprises autant que pour les individus. Celle qui détient le processus métier complet et la relation avec le client final transforme l'IA en marge. Quand on n'en possède qu'un fragment, on se fait absorber, le modèle se loue, le métier se possède. Et ça joue à toutes les échelles. L'individu qui maîtrise un domaine gagne en autonomie et l'entreprise qui tient un processus complet capte la marge que l'IA dégage. Mais celui qui n'avait qu'un savoir-faire technique, sans terrain propre, se retrouve le plus exposé, parce que c'est exactement cette part-là que la machine reproduit le mieux. Concrètement, le médecin qui comprend un parcours de soins se fabrique enfin l'outil qui lui manquait, sans attendre 6 mois une équipe technique débordée. Côté droit, une avocate spécialisée monte son propre assistant d'analyse, là où il fallait hier un budget projet entier et 3 réunions de cadrage. L'étude le voit dans les chiffres, la valeur estimée de la session moyenne grimpe de 27% sur la période. Le gâteau ne rétrécit pas, il grossit, et il change de main. Il glisse des mains qui tapent le code vers les têtes qui savent quoi en faire. C'est, pour une fois, une nouvelle plutôt rassurante pour l'expert, à une condition qu'on va devoir regarder en face. Chapitre 4. Le piège. On rétablit l'expertise au sommet, mais qui formera les experts de demain ? Retournons la médaille parce qu'il y a une faille et elle est sérieuse. Cette expertise de domaine si précieuse, d'où vient-elle ? Elle ne tombe pas du ciel le jour de l'embauche. On l'acquiert en faisant et en se trompant, au fil de milliers d'heures de pratiques besogneuses. Un autre penseur, Michael Polanyi, a résumé ça d'une formule qui ne vieillit pas. Nous savons plus que nous ne pouvons dire. Le savoir tacite de l'expert, ce flair qui lui fait sentir qu'un résultat est faux avant même de pouvoir l'expliquer, se construit dans la main bien avant de monter à la tête. Pensez au jeune avocat qui passe ses nuits sur des relectures de contrats. C'est rébarbatif et c'est pourtant là qu'il apprend à repérer la clause qui tue. Pensez aux développeurs débutants qui corrigent des bugs idiots pendant 2 ans. C'est en réparant qu'il comprend comment les choses cassent. Ce sont précisément ces tâches-là, les corvées du junior, que la machine vient d'absorber. On garde donc les experts d'aujourd'hui, ceux qui ont déjà payé leur apprentissage à l'ancienne, et on risque de scier l'échelle par laquelle on devient expert demain. C'est le paradoxe cruel caché derrière cette étude rassurante. Elle photographie des gens déjà experts à un instant donné. Mais elle reste muette sur la façon dont se formera la génération qui n'a pas encore commencé à grimper. Et il faut une deuxième prudence, tout aussi importante. Souvenez-vous, c'est Anthropic qui mesure ici son propre produit. Le succès y est en partie déclaré par l'utilisateur lui-même, sur des sessions courtes, par des gens qui ont déjà choisi l'outil et qui l'apprécient. Autrement dit, on interroge des convaincus, pas un échantillon tiré au sort. Ce n'est pas une raison de jeter le résultat à la poubelle, le signal est trop net et l'échantillon trop large pour ça. Mais c'est une raison de le lire comme un signal puissant, pas comme une vérité gravée dans le marbre. La lucidité ici, c'est de tenir les deux bouts à la fois. Oui, le jugement de domaine devient le mot. Et non, on ne sait pas encore comment on le fabriquera, ce jugement, quand l'apprentissage par la corvée aura disparu. La bonne nouvelle du chapitre précédent porte donc en elle sa propre menace. Chapitre 5. La grille du décideur. Recruter le jugement
pas la syntaxe. Mais à quel prix caché ? Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça concrètement quand on dirige une équipe ou une entreprise? D'abord, on change ce qu'on met dans le fauteuil de la relecture. Celui qui valide ce que la machine produit n'a pas besoin d'être le meilleur codeur de la pièce. Il doit être celui qui connaît le mieux le terrain, les contraintes réelles, ce qui se passe vraiment quand le client se sert de l'outil. Le bon relecteur, désormais, c'est l'expert du métier, pas forcément l'ingénieur le plus gradé. Et ça, beaucoup d'organisations ne l'ont pas encore compris. Elles continuent de faire valider le travail de l'IA par des profils purement techniques qui voient si le code est propre, mais pas s'il répond aux vrais besoins. C'est un vrai renversement de hiérarchie. Pendant 30 ans, l'expert métier décrivait son besoin à des techniciens qui le traduisaient en code. Demain, il pilote la machine directement et c'est le pur technicien qui risque de devenir l'intermédiaire de trop. Le pont entre les deux mondes ne disparaît pas, il change simplement de gardien. Ensuite, on recrute autrement. On a passé 20 ans à chasser la compétence technique pure, le langage maîtrisé au bout des doigts. Il va falloir traquer autre chose, le jugement et la profondeur d'un domaine. Et ça rebat les cartes entre les profils, ça déplace la prime de salaire vers ceux qui comprennent un secteur en plus de savoir construire. Pensez à un cabinet de conseil. Hier, il vendait des juniors brillants qui apprenaient le métier sur le tas, aux frais du client. Demain, il facturera des experts du secteur qui pilotent la machine avec beaucoup moins de petites mains derrière. Tout son modèle économique vacille sur ce seul basculement, et la plupart des cabinets ne l'ont pas encore intégré. Mais on garde l'œil grand ouvert sur le piège du chapitre précédent. Une organisation qui automatise d'un coup toutes ses tâches juniors récolte un gain immédiat, bien visible dans les comptes du trimestre, et se creuse un trou d'expertise qui ne se verra que dans 10 ans, quand il faudra des seniors qu'on n'aura pas formés. C'est une dette invisible, qui ne figure sur aucun bilan et qui se paiera quand même. La bonne question pour un dirigeant lucide n'est donc pas combien de développeurs je peux remplacer dès maintenant. C'est comment mes futurs experts vont-ils continuer à se former si la machine fait à leur place le travail qui les aurait formés. Celui qui répond à cette question-là prend 10 ans d'avance sur celui qui ne regarde que le trimestre. L'expertise de domaine est sans doute le dernier grand avantage humain que cette vague d'IA récompense au lieu de le détruire. Reste à savoir si on protège le chemin qui y mène, ou si on le scie tranquillement derrière nous, content du gain de ce trimestre. Vous écoutiez Code Paria, l'expertise métier d'abord. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.